Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je suis debout, je sais pas pourquoi mais en ce moment j'ai envie de filmer debout et plus assise. Écoutez, ça change, peut-être que c'est vraiment l'idée d'avoir les gamelles tout le temps ou de devoir essayer de faire en sorte que les affaires de taille se voient pas, ça me saoule, alors que debout, vous ne voyez rien. Voilà, l'illusion est totale. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Je vous avais dit que mes points lecture allaient normalement changer de forme. Je vous avais dit oui, je vous donnerai mon avis à chaud, ça sera mieux et tout. Ouais, ça peut être mieux, ça sera peut-être fait par la suite, mais absolument pas aujourd'hui. Voilà, si vous aimiez les points lecture comme avant, on est dans un point lecture comme avant, félicitations. Du coup, on va commencer tout de suite. J'ai décidé de vous parler des 7 dernière lecture post-Noël. Je dirais que ce sont vraiment les lectures qui ne sont pas dans les vlogmas, mais à partir de Noël, Nouvel An, jusqu'à aujourd'hui, il y a du graphique, il y a du roman, et il y a que du très bon. Vraiment, j'ai pas de déception. C'est trop bien. Super début d'année, génial. Le premier roman dont je vais vous parler, je l'avais peut-être un peu abordé en vlogmas, je sais plus. Il s'agit du Destin du Roi Loup, qui est une réécriture de La Belle et la Bête. Je vous ferai probablement une vidéo avec toutes les réécritures de La Belle et la Bête que j'ai lues, parce que c'est pas que je suis un peu fan, mais je suis un peu fan. Dans cette histoire, on suit Gemma qui est enlevée. Par un roi faé, et qui arrive dans un château maudit. Jusque-là, on respecte un peu, tu vois. Et ensuite, globalement, on respecte pas mal le côté malédiction. Moi, j'ai bien aimé le côté avec la rose, etc., qui sont bien repris. Mais on arrive bien sur une malédiction faée avec une famille de Gemma qui lui est vraiment propre. Et en fait, normalement, le père de Belle, on l'aime bien. Là, on l'aime pas. Vraiment, on l'aime pas. J'ai bien aimé cette réécriture, je vais pas vous mentir, je peux pas vraiment vous spoiler, mais en fait surtout, ce que je voulais vous dire, c'est lisez celui-ci avant Le Cœur du Prince Corbeau, parce qu'il arrive avant. Vraiment, moi je trouve ça dommage, mais tellement dommage, et un peu idiot aussi, parce que si vous lisez Le Cœur du Prince Corbeau comme moi, c'est-à-dire, normalement, Le Royaume des Fées, c'est le tome 1, celui-ci c'est censé être le tome 1, il est sorti comme ça, en tout cas, côté anglophone, donc Le Cœur du Prince Corbeau. C'est celui-ci. Moi j'avais lu Le Cœur du Prince Corbeau d'abord, puis celui-ci qui m'a été envoyé en SP. D'ailleurs oui, je vous l'ai pas dit, il a été envoyé en service presse celui-ci. Et en fait c'est tellement dommage parce que les personnages du Cœur du Prince Corbeau, tu les découvres dans celui-ci. Et tu les suis. Et il y a même un personnage qui est quasiment un des personnages principaux en fait. Et vrai, enfin pas la Belle ni la Bête globalement dans la réécriture, mais vraiment un personnage central dans cette histoire. Et c'est trop dommage parce qu'en fait si tu as lu Le Cœur du Prince Corbeau avant, du coup, tu as la fin, enfin vraiment le futur des personnages qui sont là-dedans. En fait, dans Le Cœur du Prince Corbeau, tu as le futur des personnages qui sont là-dedans. Là, c'est le passé, en fait. Et je comprends pas cette volonté éditoriale de sortir. Peut-être que c'est simplement « Oh, on veut plutôt une réécriture de Cendrillon ou quoi ?» Franchement, ça serait intéressant de comprendre leur point de vue parce que je le comprends vraiment pas. Pour avoir lu les deux, celui-ci, c'est le passé. Ça se passe avant. Vraiment, ça peut se... Alors, pour ceux qui vont me demander, oui, ça peut se lire indépendamment, il n'y a pas de souci. Mais si vous comptez lire l'histoire, lisez celui-ci avant, en fait. J'ai pas compris, je comprends toujours pas pourquoi j'ai lu le passé après le futur. C'est pas comme ça une histoire, normalement. Donc voilà, c'était une très bonne lecture. J'ai bien aimé les personnages, c'était pas un coup de cœur. Par contre, j'ai pas été... Je sais pas, j'ai pas été méga transcendée non plus, c'était une très bonne lecture, tout comme Le Cœur du Prince Corbeau. Ça reste une saga que j'ai très hâte de continuer parce que vraiment je passe un super moment à chaque fois. Il y a un côté un peu doudou aussi dans le fait de retrouver les contes qu'on connaît bien. Bref, franchement, j'aime beaucoup, mais commencez par celui-là s'il vous plaît, faites pas comme moi, du coup j'avais pas trop le choix. J'ai lu Le Cœur du Prince Corbeau avant en pensant vraiment que ce qu'il arrivait avant parce que j'allais recevoir celui-ci en service presse et en fait, non, j'aurais dû attendre, en fait, comme je fais d'habitude, en fait, ne pas lire les livres que j'achète, ce serait bien, voilà, que parfois je respecte ce que je fais d'habitude. Ça va à l'inverse de ce que je dis d'habitude, hein, bien sûr, mais vous voyez, parfois, ne pas les lire tout de suite, ça a un avantage, en fait. Ensuite, je vais vous parler d'un petit coup de cœur graphique, mais vraiment. Il s'agit du Secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau, qui a aussi écrit Les Chroniques de l'érable et du cerisier, et illustré par Virginie Blanchet, c'est chez Inari, dans la nouvelle collection de Robert Laffont. Regardez-moi cette petite beauté, vraiment, au niveau graphisme, j'adore. Je vous montre, hop. Et sincèrement, au niveau de l'histoire, je savais que j'allais adorer. J'ai beaucoup aimé Les Chroniques de l'érable et du cerisier. Camille Monceau, elle a vécu un petit temps au Japon, elle se renseigne beaucoup. Vraiment, Les Chroniques de l'érable et du cerisier, c'était
assez contemplatif mais très exact en fait finalement. Ça me faisait pas mal penser à à de la littérature japonaise. Bah ici aussi, et franchement on suit cette famille, et d'ailleurs on suit plusieurs membres de cette famille. On commence, alors attendez je vous montre, on commence avec Suzu. Voilà, il y a des chapitres comme ça par personnage. On commence avec Suzu, qui en fait n'a que 37 ans. Je pensais qu'elle en avait genre 10 de plus. Regardez-moi ses dessins. Elle fait pas 37 ans. Enfin voilà, c'est peut-être le fait qu'elle ait 2 enfants, dont un super grand, genre de 17 ans, qui me fait dire ça. C'est possible, hein, vraiment. Mais pour moi, elle avait 47 ans. Ou un truc comme ça. Et en gros, on suit Suzu et on apprend à connaître tranquillement sa famille. Elle vit chez sa tante et son oncle qui vient de décéder. Ah, il y a du deuil. Franchement, forcément, ça allait me plaire. J'ai failli avoir ma petite larmichette, hein, vraiment. J'ai mis des signets. Ça, il fallait que je vous le dise. J'ai mis des signets et... c'est tellement rare, j'en mets jamais dans un ouvrage graphique, mais genre, ça doit être la première fois que je le fais. Ou peut-être dans les vies de Charlie aussi, tiens, qui est juste derrière moi, vous le voyez pas, il est plus haut. Mais j'ai mis des signets parce qu'il y a des choses qui m'ont touchée. Il y a des choses qui m'ont touchée. Par exemple, elle tâchait de faire brave figure, mais le malheur avait cassé son sourire en plusieurs endroits. Ce sont des phrases comme ça, moi, qui me touche en fait. J'aime beaucoup... Alors, je vous épargne le début parce que sinon, voilà. J'ai regardé telle personne, puis j'ai tourné les yeux en moi-même, partout. J'ai vu les mêmes souffrances, les mêmes fragments d'espoir semés au vent et malmenés par les attentes d'autrui. Ça peut résumer tout ce roman. Alors, il y a des trigger warnings, bien sûr, mais je peux pas tout vous dire, sinon ça vous spoil le tout et c'est dommage. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à vous renseigner. Enfin, si vous évitez certains trigger warnings, n'hésitez pas à vous renseigner avant de le lire. Moi, ce que j'ai même mis un signet. Ah ouais, première fois aussi, j'ai même mis un signet sur les remerciements, les gars. Sur les remerciements de Virginie. Et en fait, elle a dit quelque chose que je trouve très très vrai. Elle dit « Cette histoire se passe au Japon, car la distance nous aide à mieux rêver. Mais elle aurait aussi bien pu se situer en France. Ce retour, à l'âge adulte, vers les lieux de notre enfance est une étape de vie, que nous soyons français ou japonais. Souffler, ralentir, retourner voir sa famille en province le temps de quelques jours, c'est aussi l'occasion de ranger les mémoires. » À quel point ça me parle, ça c'est exactement ce qui se passe quand je vais revoir mes parents dans la maison familiale et tout. Enfin voilà, je peux pas vous en dire trop, c'est vraiment une espèce de fragment de vie de plusieurs membres d'une même famille qui portent leurs souffrances, leurs blessures et qui avancent vaillamment avec. Je pense que c'est vraiment comme ça que je pourrais le résumer parce que au moins ça t'en dit pas trop et en même temps ça vous montre à quel point c'est aussi poétique et beau à la fois. Ensuite, c'est officiellement ma première lecture 2024 parce que c'est mon premier coup de cœur 2024. Bon ok, en fait, je l'ai fini en 2023, mais genre le 31, et j'avais déjà fait ma vidéo mes meilleures lectures de 2023 et tout, donc 2024, ok, vous êtes dans la confidence, c'est comme ça. C'est L'effet boule de neige de Clara Hérault chez Hachette. Mais quelle claque je me suis prise. Je ne m'attendais à strictement rien. Vous savez, moi, les romans contemporains young adult, à chaque fois, ça foire, mais tout le temps, j'aime pas. J'aime jamais les romans contemporains young adult. Par exemple, tout ce que... Vraiment, j'aime jamais ça. Moi, il me faut de la fantaisie en young adult, sinon j'aime pas. Vraiment, toujours, j'en lis même plus. Là, j'avoue, Clara Hérault, petite romance de Noël, enfin, pas de Noël, vraiment d'hiver plutôt. Vous pouvez la lire encore là actuellement, y a pas de souci. Un petit peu de neige et c'est parti. Hein. Vraiment, le côté montagne est très présent, le côté Noël beaucoup moins, plutôt sur la fin. Vraiment sur les derniers 10%, je dirais. Donc vraiment, les premiers 90%, vous êtes juste en hiver, à la montagne. Et en fait, on suit Iris que tout le monde appelle Roxy. Iris qui est super contente, en fait, parce qu'on arrive aux vacances d'hiver et son meilleur ami, qui s'appelle, lui j'ai oublié, Charles, vraiment il était tellement insignifiant pour moi que que Charles revient en France. Il est parti 4 mois aux États-Unis, il revient en France et elle est trop contente parce qu'elle est secrètement amoureuse de lui. Donc elle se dit ah, on s'est quitté sur un baiser alors qu'on était bourrés, ça devrait le faire en fait à un moment donné. Évidemment, il n'y aurait pas d'histoire si ça le faisait, ça ne le fait pas évidemment. Il revient avec sa petite amie des États-Unis, que tout le monde connaît parce qu'ils ont grandi aussi avec elle. Elle a déménagé avant, mais voilà, il l'a retrouvée et puis bah ils sont tombés amoureux, ils sont ensemble. Et là, le cœur brisé, vraiment. Et je vous spoile rien parce que 5-10 pages, j'avais le cœur brisé avec elle alors que je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Ce personnage-là m'a brisé le cœur dès le début. Je me suis dit mais c'est horrible ce qui lui arrive, la pauvre. T'es vraiment directement dans ses émotions. Et c'est beau, c'est bien fait, c'est bien... En fait, c'est tellement bien écrit que t'as pas besoin de la connaître déjà d'avant
pour avoir ton petit cœur brisé. Bref, du coup, elle finit malencontreusement, grâce à sa super copine Anastasia, par faire semblant de sortir avec le frère de Charles. Peut-être pour vous resituer un petit peu, Iris habite en face de Charles et Alex, qui sont frères, parce que leurs parents se connaissent, ils sont amis d'enfance en fait. Donc ils ont toujours vécu ensemble, ils ont même acheté un chalet à la montagne ensemble, dans lequel ils vont toutes les vacances d'hiver pour Noël et tout ça. Forcément, on se retrouve avec de la proximité forcée, et ça j'aime beaucoup ce trope, ce petit côté un peu enemies to lovers, même s'ils sont pas fondamentalement ennemis, ils s'entendent pas très bien de base, ils s'entendent pas forcément très bien au début, en tout cas Iris est facilement agacée par Alex dans les premières pages, et Alex on sent qu'il y a beaucoup de blessures, mais sans qu'il soit non plus un psychopathe torturé, merci beaucoup. Bref, franchement, tous les feux verts de ce que j'apprécie dans une romance, et j'ai même pas eu besoin d'un côté fantasy pour avoir un coup de cœur. Si ça c'est pas fou, regardez tous les signets que j'ai mis. Ouais, tout ça. Et en fait, je vais vous lire que le premier parce que vraiment, chapitre 2, quand je vous dis en 20 pages, t'as le cœur brisé, enfin 10-15 pages, t'as le cœur brisé, c'est ça. Et Clara Héron nous écrit « Son visage à lui est un masque de sérénité, comme s'il était totalement inconscient du drame qui se déroule devant lui et qu'il n'entendait pas le bruit de mon cœur qui se brise en 1000 morceaux. » C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit « Ah ouais !» La plume, elle va me plaire, vraiment, la plume va me plaire. Si jamais, rien qu'en lisant ce passage, vous vous dites « Ah, ça me parle !» Franchement, foncez. Premier coup de cœur 2024, super romance contemporaine, je n'en lis jamais. Je n'en lis jamais, j'aime pas ça. En fait, j'en lisais beaucoup avant, et en fait, j'avais l'impression d'avoir déjà tout lu. Donc j'en lisais plus, parce que je voyais plus l'intérêt, j'étais plus étonnée, j'étais plus séduite, j'étais plus rien. Et là, vraiment, Alex, nouveau book boyfriend, je vous conseille ce roman, allez-y, foncez. Ensuite, peut-être un petit coup de cœur graphique encore, je sais pas si c'est un coup de cœur ou pas, mais j'ai vraiment adoré. Je vous présente La Princesse et le Croque-Monsieur. Là, c'est un service presse et l'effet boule de neige aussi, tiens, j'ai oublié de vous le dire. C'est un service presse que j'ai reçu avant sa sortie, c'est de Deya Mouniz, chez Hachette. Et là, on est dans un roman qui parle fromage. Ça parle vraiment fromage, mais tout du long. Et vraiment, si vous n'aimez pas le fromage, c'est pas grave. C'est pas grave, je pense. Mais vous allez peut-être être un peu dégoûté par les noms. On suit Lady Camembert, qui ne veut pas se marier avec un homme. On est vraiment dans une société type historique patriarcale avec cet héritage qui va uniquement de père en fils, et avec cette Lady Camembert qui n'a pas de grand frère, qui voudrait hériter sans avoir à se marier, et son père qui est malade, qui sait qu'il va bientôt disparaître, et qui lui dit « Écoute ma fille, tu ne veux pas d'homme ?» Et elle fait « Bah non, moi tu sais papa, je n'aime pas les hommes. » Donc on a déjà un peu le début de cette histoire. Et il lui dit « Ok, si tu es sûre de ne pas te marier, dans ce cas, tu seras le comte Camembert. » Et en gros, il faut qu'elle se déguise en homme, en garçon, pour hériter de son père qui va en effet décéder dès les premières pages. Et elle va recommencer sa vie à zéro avec juste une domestique, une femme de compagnie, une dame de compagnie, je sais plus comment on l'appelle, elle s'appelle Feta. Voilà, bien sûr. Et Lady Camembert, maintenant comte Camembert, va se rendre à une soirée de la princesse Brie. La princesse Brie qui organise un bal anti-fourrure. Vraiment, on a pas mal de petites connotations militantes dans ce livre, et c'était très cool. Il y a ce côté anti-fourrure, il y a ce côté très féministe. Il y a aussi, du coup, une romance finalement homosexuelle, très chouette. Et on a tout cet humour, c'est très drôle aussi. J'ai souri quasiment à toutes les pages. C'est très beau aussi, attendez, je vous montre. Quand elle découvre juste l'invitation au bal de Lady Brie, de Princesse Brie, pardon. Regardez, c'est très beau, c'est vraiment tout en pastel. C'est très joli, j'ai adoré. Et en gros, vraiment, on a cette réflexion dans une société absolument pas ouverte sur toutes ces questions, sur tout ce qui est homosexualité, conditions de la femme, des animaux, l'héritage, plein de choses, j'en oublie forcément. C'était très chouette, c'était très bien fait, c'était très beau, et surtout, alors, je vais pas vous dire c'est issu d'une histoire vraie, mais quand même, l'autrice s'est inspirée de sa propre histoire, et elle nous l'explique à la fin. On a même un parallèle entre une planche, et une de ses photos avec sa conjointe. C'est tellement beau, c'est tellement bien, j'ai adoré ce parallèle-là. Voilà, j'ai adoré.
J'ai adoré aussi découvrir, bien sûr, Madame Ricotta, Gorgonzola, etc. bien évidemment. C'était très chouette. Je vous le conseille si vous êtes intéressé par ce que je viens de vous dire. Et même si vous ne l'êtes pas, découvrez-le par curiosité. Si à un moment donné vous le trouvez en bibliothèque ou quoi, foncez, il est génial. Franchement, cet ouvrage graphique, je pense le relire par la suite. C'était très chouette. Ensuite, alors je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les réécritures de La Belle et la Bête, mais je les enchaîne de toute évidence. J'ai lu et écouté en audio Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer chez Rajo. Ici, on n'est pas non plus sur un coup de cœur. Je suis déçue, je suis tellement déçue. Je suis pas déçue par ce roman, je suis déçue de ne pas avoir un coup de cœur. J'ai acheté ce roman il y a très longtemps, quasiment au moment de sa sortie, je pense, je l'avais toujours pas sorti. 2021, voilà. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai parce que c'était septembre 2021. J'avais pas sauté le pas, il y a eu trop de hype, tout le monde en parlait, je venais de finir peut-être Rose éternelle, bon bah voilà. Non, j'étais pas partie dedans. Et en fait, j'avais tellement peur de pas avoir le coup de cœur de tout le monde que je l'ai pas lu, et en fait c'est là mon tort. Je pense que je l'aurais peut-être plus aimé avant, et surtout je pense que j'aurais pu avoir un coup de cœur peut-être si je ne l'avais pas écouté en audio. Je sais pas si ça vous fait ça aussi en audio, j'ai l'impression qu'il y a une certaine distance entre les personnages et moi, je m'implique pas autant dans le livre parfois comme je fais autre chose. Je pense aussi parfois à autre chose, je loupe une phrase, c'est pas la fin du monde parce que tu comprends quand même l'action globale et vraiment la scène globale. En loupant une phrase, c'est pas la fin du monde. Mais du coup, je pense qu'il y a eu une certaine distance qui s'est mise, et c'est dommage parce que même mes moments où j'ai lu sur le format papier n'ont pas rattrapé cette distance-là, et c'est dommage. On suit... comment elle s'appelle ? Je me souviens plus. Harper. On suit Harper qui vit à Washington, qui est en train de faire le guet pour son frère. Sa mère est malade d'un cancer. Ils savent très bien qu'elle en a plus pour très longtemps. Et elle assiste à une tentative d'enlèvement sur une jeune fille inconsciente. Elle saute sur l'homme qui est en train de la kidnapper et elle se fait malencontreusement kidnapper à sa place. Elle se retrouve dans un château maudit, bien évidemment, avec, on vous dit, une bête qui a tué tout le monde. Il reste un garde qui s'appelle Grey et il reste le prince reine. Voilà, bien sûr, La Belle et la Bête. La rose... il n'y avait pas de rose. Je sais pas. Je crois pas. Il y a des roses dans le jardin, bien sûr, mais je crois pas qu'il y ait une histoire de rose ou quoi. On est vraiment avec une magicienne qui a lancé un mauvais sort, et Harper, du coup, qui se fait enlever et qui va essayer de comprendre, et qui va aussi se retrouver à aider, finalement, le royaume, parce que le prince reine est tout seul, il n'y a plus de garde, et en fait, le royaume est en mauvaise posture. Voilà, je vous dirai pas plus que ça. Et on va... Moi, ça m'a fait mourir de rire. On va la faire passer pour quelqu'un, je peux pas vous dire trop quoi sans vous spoiler, mais parler de son royaume à elle comme les États-Unis. Et je trouve ça trop drôle, genre L-E-S-E T-A-S-U-N-I, les États-Unis, vraiment, voilà. Et je me suis bidonnée tout du long à cause de ça. Rien que ça, vraiment, je mourais. Genre Harper de les États-Unis, j'étais là, les États-Unis, vraiment. Je le disais comme ça dans la tête, ça m'a peut-être pas aidé non plus. A vraiment plongé dans le roman, ce côté franche rigolade. Non, c'était bien, c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé le côté malédiction, j'ai bien aimé le reste. En fait, ce qui m'a dérangé, c'est pourquoi est-ce que dans une réécriture de La Belle et la Bête, tu me fous un simulacre, on va dire, de triangle amoureux. Il y en a un petit, hein, enfin, il y en a beaucoup qui m'ont dit non, c'est pas vrai et tout. Si, je suis désolée, il y a un petit triangle amoureux à un moment donné. Et d'ailleurs, sur la fin, tu sais pas trop vraiment, en effet, ce qui va se passer sur la suite. Vous pouvez vous arrêter là, ce qui est pas mal, parce que si vous n'accrochez pas, voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a une fin un peu ouverte si vous vous arrêtez là. Si ça vous va, tant mieux. Moi, j'ai acheté les tomes 2 et 3 pour continuer la saga et la finir cette année, bien sûr. Et du coup, en fait, si je regarde par là, c'est parce qu'il neige. D'accord ? Et du coup, en fait, j'ai acheté les tomes 2 et 3. Parce que je veux continuer la saga, etc. Mais en fait, moi, je pense que ce qui me gêne profondément, c'est que je suis pas sûre de préférer le prince. Et c'est là que je vous dis qu'il y a forcément un triangle amoureux, parce que pour que... De toute façon, moi, je préfère toujours celui qu'elle choisisse jamais, quoi. Je préfère toujours le troisième... Enfin, le deuxième homme, le troisième rôle principal. Le mec qui n'est jamais choisi. Je préfère toujours celui-ci. Et du coup, je ne suis pas vraiment tombée... En fait, moi... J'ai besoin de tomber amoureuse virtuellement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous aussi, ça vous fait ça, genre, vous tombez amoureux d'un personnage? Parce que moi, dans une romance, j'ai besoin de ça. Dans La Belle et la Bête, je veux tomber amoureuse de la bête, tu vois. Et je veux imaginer, enfin, pouvoir imaginer que je l'aime tellement qu'en effet, je brise sa malédiction comme le personnage principal que tu suis. Pour moi, c'est important. Et en fait, je suis pas tombée amoureuse de Reine.
Si, il est cool, ouais. Mais l'autre, il est mieux, il est un peu plus badass, là. De toute façon, moi, j'aime toujours... Ça, c'était une discussion que j'avais eue en live, je crois. Je préfère toujours les gars badass dans les livres, parce que c'est absolument pas celui que je choisirais en vrai. Choisissez-vous toujours un gentil, plus ou moins anxieux, qui n'est pas trop badass. Ce sont les meilleurs dans la vraie vie. Mais dans les livres, on s'en fout. Prenez l'inverse, prenez celui qui vous attire le plus. Et là, bah, pour le coup, pour moi, c'était pas forcément le prince, et du coup... Voilà, en fait, le prince n'est pas un book boyfriend. Et je pense que si j'étais globalement tombée amoureuse, c'est un grand mot, mais si c'était devenu un de mes book boyfriends, ça serait un coup de cœur. Je pense que c'est ça qui manquait. Et du coup, peut-être que la distance avec l'audio peut l'expliquer. Parce que sinon, c'était une super histoire. C'était tellement bien que j'ai acheté les tomes 2 et 3 juste derrière. Je les trouvais pas d'occasion, je les ai vraiment pris neufs, quoi. Donc, j'ai besoin de la suite. Donc... C'est une super bonne lecture, je vous le conseille. Je suis juste déçue que ce soit pas un coup de cœur, que ce soit pas juste la marche au-dessus, mais c'était génial et je vais continuer la saga. Ensuite, avant-dernier ouvrage, il s'agit de An Hour Romance de Kim Myung-mi chez K-Books. C'est l'autrice de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Je sais pas si vous avez vu ce drama, ce webtoon. Moi, je l'ai vu qu'en drama, j'avoue, j'ai pas lu le webtoon. C'est trop bien, j'aime beaucoup, j'adore Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Et pourtant... Je regarde très peu de dramas contemporains, là où il n'y a aucune touche de fantastique. Encore une fois, c'est comme pour les romances, les dramas ne font pas exception à la règle. Je regarde peu de contemporains, et pourtant, Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim m'avait beaucoup plu. Donc je me suis dit, vas-y, fonce. Au tout début, je me suis dit, oh, c'est pas pour moi. Je me suis dit, ah, ouais, le côté contemporain, romance en entreprise. Vous voyez cette grimace-là? Ouais, peut-être qu'on peut faire mieux, tu vois. Et en fait, finalement, passé la moitié du roman, il y a cette touche de fantastique qui fait que, en gros, ils échangent leur corps pendant 1 heure dans la journée sans pouvoir prévoir l'heure à laquelle ils vont l'échanger. Et ils travaillent ensemble comme collègues de la même entreprise. Elle est ultra perfectionniste, c'est une working girl. Ok, elle fait son travail, elle le fait bien et elle dirige tout le monde. Lui, c'est le beau gosse que tout le monde adore, mais avec qui personne ne veut travailler parce que vraiment, il fait que des bourdes tout le temps. Il est maladroit, c'est compliqué. Du coup... Voilà le duo, et quand ils échangent leur corps, forcément, ils sont tellement différents que ils ont peur que ça se voit, en fait. Même si tu vas pas imaginer ça normalement, mais ils ont peur que ça se voit. Bref, ce premier tome était très très chouette. Je suis agréablement surprise parce que vraiment, au début, j'accrochais moyen. J'étais en mode, mais, tu vois, vraiment, ouais. Et finalement, non, arrivé à peu près, allez, on va dire 20%, je me suis dit, ok, vraiment, il me faut la suite. J'ai trouvé la suite d'occasion, en plus, je l'attends avec une grande impatience. Il n'y a que le tome 2 qui est sorti, le tome 3 sortira en avril, donc si jamais vous voulez attendre un petit peu aussi, c'est ok. C'est ok. Et puis, dernier livre de ce point lecture, il s'agit de God Killer de Anna Kanner chez De Saxus, et je ne peux pas dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais j'ai gardé, je pense, le plus surprenant pour la fin. C'était une super lecture. Je sais que souvent on dit oui, De Saxus, c'est traduction, machin. Je n'ai pas vu de problème majeur. Il y a des phrases peut-être un peu lourdes de temps en temps, mais j'ai pas l'impression que ça soit uniquement la traduction. Alors oui, peut-être que ça aurait pu être mieux traduit, mais j'en ai vu genre 2, quoi. Enfin, on va se calmer. Dans plein d'autres livres, c'est le cas aussi. J'ai l'impression vraiment que c'est plutôt le style de l'auteur, l'autrice qui a l'air de faire beaucoup de descriptions et qui aime ça. Moi personnellement, il y a des fois où j'ai sauté 3-4 lignes parce que franchement je m'en fous de la couleur de la feuille. Mais c'est comme d'habitude avec moi en fantasy. En fantasy, je trouve qu'il y a toujours trop de descriptions et que je m'en fous de la couleur de la feuille du chêne de l'autre côté de la forêt, tu vois. Je prends toujours cet exemple-là en plus. Mais on est ici, on suit d'abord Kisena, qui se fait appeler Kisen. En fait, ce qui est bien avec ce roman, j'avais encore le marque-page dedans. Ce qui est bien avec ce roman, c'est que vous avez une alternance de points de vue. Donc vous avez d'abord... Alors déjà, vous avez d'abord une carte. Voilà. Il y avait une carte aussi dans Un sort noir et éternel, mais je la trouvais pas folle. Je voulais pas montrer. On a un prologue qui est très cool. Oh, un prologue qui m'a surprise, parce que moi, je me souvenais pas du résumé. En fait, je trouve que dans le résumé, c'est très bien, parce que c'est dit d'une façon très rapide. Et le prologue, il te met dans l'ambiance directement. Tu fais... Ah, c'est un peu comme le début du Pont des Tempêtes. J'ai eu la même sensation. Donc voilà. Et ensuite, on commence d'abord avec Kisen. Kisen qui est globalement... Il y a une illustration sur l'Instagram de l'autrice. En gros, c'est une dame, une nana, très baraquée, les cheveux courts roux, très musclée, et qui a été amputée d'une jambe.
Donc elle est handicapée, elle marche avec une prothèse et un bâton la plupart du temps, donc trop bien. Et elle est bisexuelle aussi, se dit dès le début. Donc un personnage principal franchement intéressant, tu vois, qui change un peu d'habitude, qui est très chouette. J'ai beaucoup aimé parce qu'elle a cette rage vraiment que tu comprends depuis le prologue, hein, vraiment, tu comprends d'où vient cette rage. Il n'y a pas de souci, tu as peu de doutes. Elle a cette rage, elle est badass, mais tu vois, c'est une vraie badass. Genre, elle va pas tomber dans une romance et dire ah et s'arrêter là. Non, non, non. Il y a une mini-romance. Je vais pas vous spoiler. Il y a une petite romance qui tarde à arriver et c'est cool, mais qui ne prend pas toute la place dans le récit. Et je pense que ça va en ravir plus d'un. Vraiment, c'est une romance qui a sa place, qui ne change pas le récit, qui ne change pas l'aventure, qui ne change pas non plus les personnages. Sonne, elle ne change pas. Elle reste aussi bourrue qu'au début. Et c'est très chouette. C'est très chouette de la voir aussi, finalement, humaine. Elle est aussi humaine que ça. Ensuite, on a aussi Inara, qui est une jeune fille que Kisen va prendre sous son aile après des événements là aussi tragiques. Et Inara, elle est... Je regarde si je l'ai. Non. Elle est liée à un dieu. Un dieu qui ressemble la plupart du temps à genre un lièvre avec des bois. Voilà, globalement c'est ça, mais il peut se transformer. Un dieu qui s'appelle Skedisset, qui est amnésique. Et on est justement avec Kisen, donc je vous ai dit la femme badass et tout, qui est déicide, c'est-à-dire qu'elle est tueuse de dieux. Donc son premier truc c'est je vais tuer ce dieu, sauf que bah non, vu qu'ils sont liés avec cette jeune fille et elle ne tue pas les humains. Donc elle va se retrouver embarquée, bien malgré elle, dans une espèce de quête, dans un périple. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que périple, parce que vraiment, c'est pas facile, c'est pas simple, vraiment. Et j'ai quasiment tout aimé. Je suis pas sûre d'avoir un passage que j'ai pas aimé. Je dirais juste que, en fait, parfois il y a un peu trop de longueur, comme il y en a souvent dans la fantasy adulte. Il y a peut-être un peu trop de longueur dans le sens où moi, franchement, quand tu me fais 36 lignes de description, ça me saoule, mais il y en a qui adorent ça. Moi, c'est vrai que je les passe, je vois pas trop l'intérêt. Et puis on suit aussi Elogast qui est un ancien chevalier du roi qui a fait la guerre. En fait, il y a eu une guerre humain contre Dieu, et Elogast a fait partie de cette guerre. Il était très très proche du roi, et il est parti de la garde, voilà, il est plus chevalier, et il s'est installé comme boulanger. Mais il va être amené à reprendre son épée. Voilà, c'est tout ce que je dirais. C'était surprenant, mais surtout... J'ai besoin de En fait, j'ai envie d'avoir la suite. Et je me tâte parce qu'en fait... Ah oui, c'est un service presse. J'ai aussi reçu. Franchement, j'oublie de vous le dire. Celui d'avant, c'était quoi? C'était pas un service presse. An Hour Romance, je l'ai lu toute seule. Je l'ai acheté toute seule. Mais celui-ci, du coup, c'est un service presse. Et je m'interroge sur... est-ce que j'ai pas envie de l'avoir en relié dans ça? Vu que maintenant, je l'ai lu, de toute façon... Je vois plus trop l'intérêt de l'acheter en relié. Mais il est très très bon en relié. Il est possible que je le garde parce que j'ai très envie de savoir la suite. Donc... je me tâte, vraiment pour le coup, si vous aimez la fantasy, pas la romantasy, si vous n'aimez que la romantasy, ça va être moyen. Moi, à un moment donné, j'avais un peu peur, je vous avoue, et finalement, c'est passé nickel. Si vous êtes à fond fantasy, et que vous aimez le côté un peu dieu, etc., ça pourrait vous plaire. Il y a vraiment des dieux, en fait, ça vous montre un peu toute la dérive de la société avec les dieux d'avant. Il y a eu cette guerre humain contre dieu, et maintenant, les humains ont globalement banni la plupart des dieux, ils ont tué la plupart des dieux, c'est pour ça qu'il y a des déicides qui sont au service du roi, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment des personnages qui sont développés. Les trois personnages principaux, c'est vraiment Elogast, Kisen et Inara, sont développés, on comprend petit à petit, ils évoluent, etc. C'était très très chouette ce côté-là. Je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Et pourtant, je pensais pas forcément aimer. C'est pas un coup de cœur. Mais j'avais envie d'y retourner à chaque fois. C'est pas le genre de livre auquel je pensais toute la journée et j'avais trop envie de retrouver le soir. D'ailleurs, j'ai fini Un sorcier noir et éternel avant. Mais c'était une super histoire. Franchement, j'ai beaucoup aimé et j'ai très hâte d'avoir la suite parce que il m'a beaucoup plu. J'étais surprise. Parce qu'au début, je me suis dit, ça va pas le faire parce que je voyais bien que ça prenait pas forcément la tournure à laquelle je suis habituée, mais en fait c'est tellement rafraîchissant parfois de lire ce genre de choses. C'était très chouette, je vous invite à le lire si jamais le résumé vous intéresse. Et voilà, c'est terminé. Finalement, cette journée de soi-disant neige plutôt glace aura servi à quelque chose, j'ai filmé ma vidéo. Finalement, j'ai repris les points lecture comme j'avais l'habitude de le faire, ce qui n'est pas plus mal pour l'instant. En fait, quand je suis debout, ça va beaucoup mieux. Je me sens moins coincée qu'assise. Donc je vais peut-être continuer debout. N'hésitez pas à me dire... Ah oui, par contre, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la qualité vidéo ça va, parce que je filme en 4K. Actuellement, j'ai changé un peu de caméra. D'habitude... pour vous montrer, d'habitude je filme avec ça.
avec le micro et tout. Mais il fait de la 4K, mais il filme moins longtemps. Et je savais que le point lecture allait durer plus longtemps. Et là, du coup, j'ai pris ma caméra de vlog et je trouve qu'elle est pas mal. Niveau luminosité, c'est un peu pourri parce que le ciel est bas, il y a plein de nuages, il neige, tu vois. Donc j'ai mis une mini ring light derrière, mais c'est pas non plus incroyable. Je sais, attendez l'été. Voilà, ou le printemps. Ou le printemps déjà, bien évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si certains des ouvrages que je vous ai présentés vous attirent, ça me ferait super plaisir de le savoir. N'hésitez pas aussi à me dire si vous comptez les lire ou pas, ou si vous les avez déjà lus, à me donner votre avis. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.